Je vous le disais, donc la sélection olympique de Côte d'Ivoire va représenter la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux olympiques dans quelques semaines. Et pour évoquer ce sujet, appelons tout de suite Henri Jo. Bonsoir Tia. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Yellow. Je devrais vous appeler Henri Jaune ce soir. Ah oui, je vais essayer de répondre à ce nom. Juste le temps de l'émission. Pourquoi une chemise si jaune? Je sais pas. L'inspiration du jour. J'ai eu envie de porter du jaune. D'accord. Et surtout que je suis le troisième invité de la grande team. Non, pas du tout, pas du tout. Ah bon. Bon, allez Henri Jo, où en est la sélection ivoirienne à quelques semaines du grand événement qu'on attend tous, les Jeux Olympiques de Tokyo? Alors, habitant de la Côte d'Ivoire, le 22 juillet prochain, la Côte d'Ivoire sera face à l'Arabie Saoudite dans le cadre du tournoi des Jeux Olympiques en ce qui concerne le football. Et il y a une vingtaine de jours de ce grand rendez-vous, l'incertitude plane sur la sélection qui défendra les couleurs ivoiriennes. Puis, les Ivoiriens ignorent le visage qu'aura leur équipe. Même si le groupe de Aïdara Choualio était en stage à Songon pendant une semaine, ce regroupement peut-il être considéré comme une préparation efficiente en vue d'une compétition comme les Jeux Olympiques? D'ailleurs, ce stage s'est fait avec un effectif majoritairement composé de joueurs ayant disputé la CAN U23. Où en est-on avec les matchs amicaux annoncés? Comment l'équipe olympique se préparera pour cette compétition? Ce sont des interrogations que seul Aïdara Choualio peut nous donner des réponses. Pour l'heure, c'est le mutisme de son côté. Bon, c'est pas très rassurant tout ça. En fait, vous venez jamais avec des bonnes nouvelles sur ce plateau. Mais on va essayer de donner quand même de bonnes nouvelles aux Ivoiriens. Ah bon? Avec peut-être les analyses qui arrivent. Je saurais compter sur Jean-Philippe et puis Yellow. D'accord. Donner de bonnes informations. Bon. OK. Alors, je me retourne vers la team. Avez-vous des nouvelles de notre sélection olympique? Ah oui, il faudrait des nouvelles même du sélectionneur. C'est quelqu'un qui s'adresse pratiquement jamais à la presse. Donc, même après, j'ai failli dire le sacre, mais quand même le beau parcours lors de la première édition de la Coupe d'Afrique des Espoirs, où nous avons perdu en finale au tir au but face à l'Égypte. On a attendu de l'entraîneur, du sélectionneur, qu'il donne une indication par rapport surtout aux Jeux Olympiques. Malheureusement, on n'a pas eu de ces nouvelles. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a eu le regroupement du côté de Songon avec un nombre assez... Ivoire Academy. Voilà, un nombre assez élevé de joueurs. Il y a d'autres qui n'étaient même pas prévus dans la liste qui sont arrivés pour prendre part à ce regroupement. C'était donc un indicateur concernant déjà le fait que l'entraîneur n'avait pas encore assis une équipe au vu des difficultés que rencontrent pratiquement toutes les nations engagées dans ces Jeux Olympiques. Et on aurait aimé en tout cas que durant cette semaine, à quelques jours de cet événement, on puisse avoir au moins une communication émanant soit du sélectionneur ou du comité de normalisation qui tient les rênes de la Fédération de football pour nous donner une indication concernant cette préparation pour les Jeux Olympiques. C'est quand même inquiétant. On a essayé de part et d'autre d'avoir quelques informations concernant certains joueurs. D'autres ont réussi à trouver des arrangements avec leur club pour être présents. Par contre, au niveau des cadres de l'équipe nationale U23 de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore fait. On a le capitaine Sangaré qui apparemment ne serait pas de la partie parce que son club ne voudrait pas le libérer. On sait que l'entraîneur a entamé des pourparlers avec certains clubs. Déjà au niveau de la France, il y a cette grosse difficulté parce que les clubs de la Ligue 1 française et même de la Ligue 2 refusent de libérer leurs joueurs. On sait que cet exemple risque d'être copié au niveau des autres grands championnats européens, mais on attend toujours d'avoir des informations. Ah ben c'est les nouvelles, pour l'instant, je vais essayer de rejoindre un peu Jean-Philippe en ce qui concerne les joueurs qui doivent représenter la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui rencontre, ce n'est pas seul notre pays qui rencontre ces difficultés. Presque toutes les nations engagées dans cette compétition éprouvent les mêmes difficultés. Bon, même si le Brésil a donné la liste de ses joueurs, le Brésil, il faut savoir que le Brésil quand même peut s'appuyer facilement sur son championnat, qui quand même est professionnel, où on a de bons joueurs, même si d'autres viennent d'ailleurs pour compléter. Mais pour l'instant, la Côte d'Ivoire, on a d'énormes difficultés à trouver ceux qui vont aller représenter notre pays. Normalement, il y avait un match prévu, un match amical contre la France. Pour l'instant, on ne sait pas si ce match se tiendra. On a essayé d'avoir quelques informations. Ça a été annoncé pour le 8 juillet, on rappelle. Bien sûr, on a essayé d'avoir quelques informations. Il y a un joueur qui était dans le regroupement du côté de Songon, qui a rejoint son équipe, en l'occurrence Bayovakoun, qui lui semble ne pas être disponible
pour ce match face à la France, si vraiment ce match avait lieu pour les préparations, puisque son club ne voudrait pas le libérer 2 fois, c'est-à-dire non seulement rejoindre l'équipe nationale pour le match amical et après pour les Jeux Olympiques. Donc, autant de difficultés que rencontrent les sélectionneurs de ces nations qui vont aller participer au tournoi de football des Jeux Olympiques. Maintenant, jusqu'à hier minuit, normalement, c'était le dernier délai pour déposer toutes les listes en ce qui concerne ces Jeux Olympiques. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas si ça a été fait, puisque aucune communication n'a été faite. On ne sait pas si Aïdara Choualiou a déposé une liste concernant les éléphants qui vont jouer cette compétition. Bon, donc on est un peu dans... Alors on le disait dans LGT News, pour la France en tout cas, c'est vrai que le délai a été repoussé à vendredi. Une dérogation spéciale. Absolument. Peut-être que c'est le cas pour la Côte d'Ivoire. On n'en sait rien. Est-ce qu'on a fait la demande en termes au niveau de la dérogation? On ne sait pas. Voilà pourquoi je me plaignais d'un problème de communication déjà au niveau de la sélection des U23 et même du comité de normalisation. Voilà, je trouve que c'est pour un événement aussi important pour la Côte d'Ivoire, une qualification aux Jeux Olympiques, je trouve qu'au niveau de la communication, ce n'est pas rassurant. D'accord. Bon, pas rassurant pour vous. Yellow, comment est-ce que vous jugez la situation là, à quelques semaines du coup d'envoi de ces Jeux Olympiques? Mais très inquiétante parce qu'on est dans un flou total. On ne sait pas qui fait quoi, qui participera au JO. On avait, dans les émissions précédentes, on avait proposé certains joueurs qui pourraient renforcer cette équipe-là, mais on n'en sait rien. Formellement, on ne sait pas déjà où se trouve le sélectionneur, à quel niveau ils en sont. Les stages, déjà, il y a eu un stage à Songon. Après cela, on ne sait plus où les joueurs sont passés. Donc, c'est inquiétant vu que nous ne sommes pas totalement les favoris de notre poule. Je pense qu'on devait être très, très attentif par rapport à cela et pouvoir se mettre au travail très rapidement. Mais jusque-là, on ne sait rien. Donc, c'est carrément inquiétant pour la Côte d'Ivoire. Bon, on attend toujours. Jean-Philippe a parlé de dérogation spéciale pour la France. Alors, si on en fait une dérogation pour la France, forcément, les autres nations qui rencontrent les mêmes difficultés seront dans la même situation. Il faut faire la demande. Non, mais Jean-Philippe, même si on ne fait pas la demande, aujourd'hui, on ne peut pas permettre à une équipe quand même de rallonger un peu. On va rallonger les jours pour une équipe et ne pas le faire pour d'autres équipes. Donc, je me dis que si ça a été fait pour la France, même si c'est la France qui a introduit cette dérogation, si c'est fait pour elle, je pense que ça sera fait pour les autres nations. Ou pas. Maintenant, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on attend de voir est-ce que, normalement, dans ces genres de situations, il y a une conférence de presse qui est organisée où on invite la presse afin de donner quand même la liste des joueurs qui vont représenter le pays. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Est-ce que le sélectionneur continue de réfléchir ou est-ce qu'il n'a pas encore les joueurs disponibles pour cette sélection? S'il n'y a pas les joueurs disponibles, quand même, il y a la sélection des U20 au niveau du CHAN. Peut-être on va se rabattre sur cette sélection, celle qui a représenté la Côte d'Ivoire lors des tournois UFOA. Quand même, ils sont dans l'âge, ils sont dans la tranche d'âge de la catégorie, il faut représenter la Côte d'Ivoire. Mais là aussi, c'est un autre niveau. Et est-ce qu'il a envie de partir avec ses U20? Donc, autant d'interrogations auxquelles on ne trouve pas pour l'instant de solution. Mais on attend dans les jours à venir. Le véritable problème, ce sont les clubs européens où on a la majorité de nos joueurs, je dirais de nos bons joueurs. Mais sur le continent africain, on a de très bons joueurs ivoiriens qui évoluent, par exemple, au Maghreb et autres. Est-ce qu'ils sont dans la tranche d'âge? Au niveau du parler de jeunes joueurs, je pense que s'il y a un véritable travail de recherche qui est fait au niveau de la fédération, on doit pouvoir nous sortir quand même une liste de joueurs. Philippe, vous parlez de jeunes joueurs. Allez, comme qui, par exemple? Attendez. D'abord, ce n'est pas à ma personne de donner, comment on appelle, les noms des joueurs. Parce que là, tel qu'Henri Jo est en train de donner, comme on appelle, les informations, c'est comme si on est sélectionné M. Aïdara Choualiou, qui est coincé, parce que là, il dit que c'est un autre niveau. Donc, ceux qui ont joué le tournoi UFOA, est-ce qu'il a envie d'aller avec eux? Mais ce n'est pas une question d'envie. Est-ce que la Côte d'Ivoire va déclarer forfait parce qu'en Europe, on n'arrive pas à libérer nos joueurs? Voici la grande interrogation. Je ne dis pas qu'il a envie ou pas d'aller avec la sélection des U23. Sauf que, est-ce que c'est joué en question? Parce qu'on n'oublie pas que lors de la CAN des U23 en Égypte, il a rencontré les mêmes difficultés avec cette compétition qui n'est pas inscrite au niveau du calendrier FIFA. On a des joueurs, par exemple le capitaine Sangaré qui n'a pas disputé la compétition. On a Christian Kwame qui est venu et qui après est reparti vers son club. Donc il a rencontré... Parce qu'il était blessé. Il était blessé, mais il a rencontré ces mêmes difficultés pendant la CAN U23. Maintenant,
Aujourd'hui, on se situe dans une période de préparation pour la nouvelle saison. Est-ce que ces clubs, est-ce que ces mêmes joueurs ne rencontrent pas les mêmes difficultés rencontrées lors de la CAN U23? C'est là mon interrogation. Je ne dis pas qu'il n'a pas envie d'aller avec ceux qui ont joué la CAN U23. Je l'ai dit aujourd'hui est mercredi. Le dernier délai, normalement, c'est aujourd'hui minuit. On n'a eu aucune communication. On a pris le cas de la France qui a une dérogation, mais avant d'avoir cette dérogation, la France avait produit déjà une liste de joueurs qui allaient être convoqués pour cette compétition. En Côte d'Ivoire, on n'a aucune liste qui a été produite. Nous sommes le mercredi, demain le jeudi, après-demain le vendredi à minuit. Si aujourd'hui, mercredi, on n'a même pas une communication concernant une liste élargie de joueurs qui auraient pu prendre part à cette compétition, demain, ce n'est pas sûr qu'on ait une communication à cet effet parce que la fédération n'a même pas communiqué sur une probable conférence de presse animée. Mais peut-être qu'ils n'ont pas On attendra donc vendredi à minuit pour avoir la liste. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une mauvaise gestion de ces problèmes. Il y a une très mauvaise gestion de ces problèmes. Si on n'arrive pas à convoquer ceux qui sont en Europe, si on sait déjà mercredi, aujourd'hui, qu'on va avoir une difficulté à avoir certains joueurs, on sait que nous partons de très loin parce que ceux sur qui on peut compter, ce sont généralement ceux qui évoluent sur le plan local. On a eu un seul regroupement, mais qu'est-ce qui nous empêche de créer notre regroupement avec ces garçons-là, le temps de les mettre en jambes? D'accord. Voilà, je vais juste nuancer vos propos. Hein. Vous dites qu'il y a une mauvaise gestion. Au niveau de la communication? Voilà, il y a une mauvaise communication. Maintenant, au niveau de la gestion, on ne sait pas. Pas de jugement de valeur, s'il vous plaît. Allez, on en arrive à la question LGT. Est-ce qu'on peut espérer avoir une médaille dans ces conditions avec notre équipe de football aux Jeux Olympiques de Tokyo? On ira sur la page Facebook de la 3 dans quelques instants pour commencer à lire vos messages. Vous utilisez les petites ardoises qui sont situées devant vous. Allez, moi, je vais commencer tout de suite à lire le premier message de Jefté Batteur. Il dit « Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut avoir la médaille d'or, plus même la coupe, car on a de très bons joueurs. J'ai confiance en eux. » Bon, oui, bon, voilà une... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est optimiste. Il est optimiste, c'est très bien. Allez, on lève les petites ardoises. Est-ce qu'on peut avoir... Non, mais vous êtes terrible. Alors, oui pour vous, Henri Jo, d'accord. Compliqué pour Yellow, et ce serait un miracle. Non, mais vous êtes carrément au fond du trou, là, aujourd'hui. Oui, franchement. D'accord, donc ce serait un miracle pour vous. Jean-Philippe, allez, Yellow. Au vu de tout ce qu'on sait et tout ce qu'on observe, ce serait carrément compliqué pour cette équipe. Et tout ce qu'on ne sait pas. Et tout ce qu'on ne sait pas, surtout. Surtout ce qu'on ne sait pas sera compliqué pour cette équipe de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne connaît pas déjà les joueurs qui participeront à ces JO-là. Si on les connaissait déjà, on aurait déjà une idée de ce qu'ils pourraient produire. Mais jusque-là, c'est le statu quo. On ne sait pas à qui se référer, on ne sait pas quel joueur... Ça, on ne connaît pas la présélection. La présélection, donc ce sera vraiment compliqué, surtout qu'on n'a pas eu quand même assez de temps pour pouvoir se préparer, à part le stage fait à Songon, on n'a pas eu assez de temps pour se préparer et au vu de la poule dans laquelle nous sommes, ce sera compliqué, voire impossible. D'accord. Je vais passer la parole à Henri Jo dans quelques instants, mais priorité au message ce soir. On va continuer avec le message de Sylvain Kébé qui nous dit « L'aventure s'avère très périlleuse pour notre équipe de football à ces JO. On ne sait même pas la liste des sélectionnés, déjà un problème à soulever et aucune préparation du moins, alors que la Côte d'Ivoire se loge dans une poule très difficile. Il faudra donc pas se voiler la face, avoir l'équipe de football glaner une médaille, une mission très délicate. Donc, il rejoint un petit peu ce que vous disiez. Henri Jo, on vous écoute. Vous pensez, vous, en tout cas... Moi, je suis optimiste. Oui. On peut avoir une médaille. Ça peut ne pas être l'or, ça peut ne pas être l'argent, mais ça peut être le bronze. Tout comme ça peut être les deux cités un peu plus haut. Voilà. Aujourd'hui, on prend, par exemple, l'Euro, où on a quand même de belles surprises. On a quand même le Danemark, on a l'Ukraine, on a la République tchèque qui se sont qualifiés. Et ceux qu'on voyait déjà à ce niveau de la compétition, la France, le Portugal, l'Allemagne, qui sont repartis à la maison. Oui, mais à la dis... différence qu'ils se sont préparés. Merci. Merci. Ils se sont préparés, mais ils sont repartis à la maison. Mais aujourd'hui, rien ne me dit aussi ici que vous avez quand même le calendrier de préparation du Brésil, de l'Arabie Saoudite, et aussi de l'Allemagne. Donc, vous comptez sur la non-préparation. Donc, vous comptez sur la non-préparation du Brésil pour pouvoir gagner. Je ne dis pas que... Non, mais aujourd'hui, on est dans une phase où on ne sait pas ce que les autres font aussi par rapport
à ce que nous avons au niveau de notre pays. Vous avez parlé du championnat brésilien qui est très en forme actuellement. Et vous dites que vous ne savez pas comment les gens se préparent. Oui, allez-y. Allez-y. Ah ben vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Mais je parle et puis ben là Vous avez interrompu tout à l'heure, donc vous pouvez continuer. On vous attend. Voilà. Donc quand même, on a une équipe, on a une équipe qui a représenté la Côte d'Ivoire lors de la CAN U23, c'est vrai, il y a une ossature qui est là. Avant même cette compétition, on avait une bonne équipe qui a été quand même amputée de certains joueurs lors de cette compétition. Donc, c'est qui on peut s'appuyer. Maintenant, le gros problème, ça sera la possibilité pour ces clubs ou pour ces joueurs avec leurs différents clubs de les libérer pour pouvoir participer à la compétition. Et si c'est fait, la Côte d'Ivoire aura une bonne équipe pour représenter, voilà, le sélectionneur aura plutôt une bonne équipe pour représenter le pays à cette compétition. Donc moi, je suis confiant. Et surtout qu'on donne la possibilité à d'autres joueurs, à 3 joueurs qui sont hors de la tranche d'âge de pouvoir accompagner la sélection. Et actuellement, on cite quand même quelques noms, même si ce n'est pas encore effectif. On cite Eric Bailly, on cite Kessié et Gradel pour pouvoir les accompagner. Donc je me dis que quand même, avec leur expérience et surtout ceux qu'on connaît déjà dans cette équipe, ça peut être quand même une bonne équipe pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire. Mais la grande question quand même reste à savoir, est-ce qu'ils seront libérés par leur club? Attendez. Bon, moi déjà... Non, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans la situation. On a quand même évoqué la France qui a déjà sorti une liste, mais cette même France actuellement est en difficulté pour faire venir ses joueurs. Donc c'est là la grosse difficulté, voilà. Bon, moi déjà, cette histoire de... Ben, vous avez raison, parce que le PSG a déjà dit non à Kylian Mbappé. Donc, ah ben voilà, donc on y va. Moi déjà, cette histoire de Kessié, je n'y crois pas du tout. Parce que le Milan AC cette année va se relancer. C'est un élément phare de cette formation. Je vois mal le Milan AC dès le début de la saison libérer un Franck Kessié pour aller au Japon, faire un mois de compétition, manquer la préparation avec son club et puis être à court de jambes lorsqu'il reviendra. Donc ça, déjà, je n'y crois pas. Bon, après, d'un autre côté, il est annoncé dans d'autres clubs, donc peut-être que... Mais pour l'instant, bon, d'après les informations que j'ai, il y a plus de chances qu'il reste au Milan, c'est qu'il parte voir ailleurs. Maintenant, l'autre élément, c'est que Henri Juel a parlé de Max-Alain Gradel et d'Eric Bailly. Bon, il faut d'abord trouver, je dirais, les 15 U23 qui vont accompagner les 3 qui sont au-delà des 23 ans. C'est là même déjà le premier problème. Il a évoqué aussi un autre cas, celui du fait que nous ne sachions pas comment ces autres nations se préparent pour cet événement. Ben, il faut que nous sachions ici que c'est vrai, on dit toujours du football que c'est une science inexacte, mais le football aujourd'hui évolue. On n'est plus au stade de la science inexacte, c'est une science aléatoire. Mais le minimum que le football demande quand même, c'est de la préparation sérieuse. Vous avez des nations aujourd'hui qui ont des U23 qui, je dirais, évoluent sur leur sol dans de très grandes compétitions, qui font des regroupements régulièrement, qui n'ont même pas besoin même de faire un regroupement de 2 semaines avant les Jeux Olympiques pour être prêts. Vous prenez l'Allemagne, ce sont des choses que ces pays-là font constamment. Même si vous regardez aujourd'hui l'équipe de l'Allemagne qui a joué, qui vient de sortir au niveau de l'Euro, vous allez voir quand même qu'ils ont beaucoup de jeunes, 5 ou 6 jeunes, qui déjà peuvent constituer l'épine dorsale de l'équipe des U23 qui va jouer les Jeux Olympiques. Il faut faire attention. Nous, aujourd'hui, en Afrique, je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire, en Afrique, nous sommes totalement dépendants de l'Occident en ce qui concerne nos athlètes de haut niveau. On n'a même pas une base ici, localement, pour pouvoir s'y asseoir, pour faire sortir une liste. Quand on parle de la liste de Sylvain Ripoll, qui devait représenter la France aux Jeux Olympiques, on se rend compte que ce sont des joueurs qui évoluent pratiquement tous en France. Mais ils rencontrent le même problème. Il y a un souci, je vous explique. Non, ils n'ont pas le même problème que nous. Ils n'ont pas le même problème, écoutez-moi, c'est un souci interne. Donc, je termine. C'est le même problème, parce qu'il y a une dérogation spéciale pour pouvoir... Ils n'ont pas le même problème que nous, Tia. Je vous explique rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on voit le président Noël Le Graët qui veut mettre les clubs français au devant de leurs responsabilités concernant l'équipe nationale. Championnat de France, Fédération française, qui va discuter avec les clubs et vont trouver une solution. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire... Pour l'instant, ils ne sont pas obligés d'accepter. Je suis d'accord, ils ont jusqu'à vendredi, mais vous allez voir qu'ils vont trouver la solution. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si ces mêmes clubs français refusent de libérer les joueurs, quelle contrainte la Fédération ivoirienne? Non, ils ne sont pas obligés. Mais s'ils acceptent de libérer les Français, pourquoi ils refuseront de libérer les Ivoiriens? Ils n'ont aucune obligation, déjà, je vous informe, ils n'ont aucune obligation de libérer les joueurs en fonction de leur nationalité. Ils peuvent décider de libérer les Français et de ne pas libérer les Ivoiriens. Ils n'ont aucune obligation. Ça, il faut que vous le sachiez déjà. Non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Partant de cet élément, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour notre sélection des U23? Voilà, si vous voyez que l'entraîneur n'est même pas capable de communiquer sur une liste, même une pré-liste de joueurs qui évoluent sur le continent africain et localement, ça veut dire que le problème mais peut-être qu'il a sa pré-liste, il n'a certes pas encore communiqué.
Jean-Philippe, si vous me parlez de communication. Attendez, messieurs, vous êtes quand même d'accord pour dire qu'il y a quand même une préparation qui a lieu à je ne sais son pas du bon. tout. Vous ne savez pas qu'il y a eu Oui, une la préparation, oui. Mais la prémisse, Effectivement, je vous rejoins quand vous dites qu'il y a un problème au niveau de la communication. Bien sûr. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Nous sommes d'accord pour dire que la sélection, ou la fédération ou peut-être le comité de normalisation et le sélectionneur, pour l'instant, ne communiquent pas. Nous sommes tous d'accord. Il y a un problème de communication. Mais derrière, a dit que Aïdara Choilio n'a pas de certitude en ce qui concerne son équipe. Il n'en a pas. D'accord. Mais Il n'en a pas. Quel élément avez-vous? S'il avait la certitude, aujourd'hui, on aurait eu la liste des joueurs. Aujourd'hui est le dernier délai, monsieur. Ça peut être à Aujourd'hui est le dernier délai. Pour boucler la liste. Aujourd'hui est le dernier délai, on est d'accord. Est-ce qu'il est seul si dans la on a une situation? dérogation, situation on communique sur cette dérogation. Vous avez même évoqué la France. La France qui a ses joueurs qui évoluent au sein de son championnat, mais la France rencontre le même problème. Donc aujourd'hui, n'essayez pas de dire que c'est la Côte d'Ivoire seule qui est dans cette situation, donc on doit essayer de regarder à gauche, à droite. Non, il y a une certitude, sauf que, où je suis d'accord avec vous, on va respirer. c'est que, s'il vous plaît. pour l'instant, il n'y a pas de communication qui est faite autour de l'équipe. D'accord, merci. Le temps que vous respiriez un petit peu, que vous redescendiez en pression. Très bien. Lisons le message de Dialito Cassal, le bourgeois, qui nous dit, bon, il n'est pas très optimiste non plus, il dit, pouf, pensons d'abord à passer le premier tour. Une équipe, on ne connaît même pas les joueurs qui seront présents, on dirait un pandémonium. Le coach Daoulassina dort encore, il va se réveiller à la veille des JO pour faire la liste finale. Conséquence, on va perdre contre le Brésil et l'Allemagne, match nul contre l'Arabie Saoudite. On va être éliminé au premier tour. Bon, il s'est trompé sur le sélectionneur, mais c'est pas grave. On a bien compris qu'il voulait parler de Choilio Aïdara. Absolument. C'est bon, vous avez... Non, moi ça va. Pourquoi vous êtes fâché comme ça? Il ne communique pas, certes, mais je veux dire... Mais quand même. Ouais, moi j'y crois. J'y crois. Vous allez voir que d'abord, on va battre l'Arabie Saoudite. Les miracles peuvent se réaliser. Absolument. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que ce serait un miracle. On va battre l'Arabie Saoudite, derrière on bat le Brésil et puis on fait un match nul. Alors, il y a un autre commentaire, celui de Kofi Kwasi, qui est un petit peu plus optimiste, qui nous dit oui, donc lui il pense qu'on peut avoir une médaille. Vu le niveau de jeu produit par cette équipe durant la phase finale de la Coupe d'Afrique U23, je suis confiant que cette équipe pourra nous ramener des médailles. Cependant, jusqu'à présent, nous n'avons pas la liste des 23 commandos retenus, ce qui est évidemment ce qui inquiète véritablement les supporters et la population que nous sommes. Bon, qu'il soit calme. Bientôt, on aura la liste et puis vous allez voir. C'est obligé qu'on ait la liste. On va faire une très belle campagne. Si on n'a pas la liste vendredi, on déclare forfait. Donc c'est une obligation. Mais quelle sera la qualité de cette liste? L'autre point d'interrogation. Mais attendez de voir. Mais oui, bien évidemment. Alors, après, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs ivoiriens qui veulent, qui manifestent ce désir d'aller au Japon. Moi, je pense à Yann Karamo, qui joue à Parme, qui l'a dit clairement, il veut participer à ces Jeux Olympiques. Donc, c'est quand même rassurant. Sauf qu'ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Voilà, c'est le club qui décide. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure le Paris Saint-Germain qui a refusé de libérer Neymar et Mbappé. S'ils ont par exemple un joueur qui n'est pas titulaire, peut-être un jeune qui fait des entrées ça et là pendant des rencontres, il ne serait pas, ce ne serait pas compliqué pour eux de libérer ce joueur pour les Jeux Olympiques. Pourtant, ils ont refusé à 2 autres joueurs qui peuvent participer de ne pas y aller. Non, mais quand ils refusent, par exemple, Mbappé et Neymar, il faut comprendre aussi quand le PSG refuse ces 2 joueurs. Neymar participe actuellement à la Copa América et Mbappé a participé récemment à l'Euro. Donc, du coup, ils n'ont pas eu de repos. Tout juste après la fin de la saison, ils sont allés en compétition. Donc, c'est normal que le club demande quand même un petit moment de repos pour ces 2 joueurs avant de reprendre la saison prochaine. Ce que je vais vous dire, quelles que soient les raisons invoquées, la dernière décision revient au club. Bien évidemment. Voilà, donc, on a vu beaucoup de clubs déjà. Par exemple, quand on prenait le cas des Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils évoquent? Non, ces joueurs-là vont partir dans une période où on va préparer notre saison. On est d'accord. Donc, c'est une raison qu'ils évoquent parmi tant d'autres. Donc, peu importe ce qui va se passer. Vous comprenez les difficultés de Choilio Aïdara. Ah ben voilà. Mais en fait, les difficultés de Choilio, on les comprend parfaitement. Sauf que ce que nous disons, est assez simple. Ce que nous disons est assez simple. Monsieur Choilio, s'il sait qu'aujourd'hui, il a des difficultés pour pouvoir avoir des joueurs qui évoluent sur le plan international, qu'il nous fasse au moins sortir une liste des joueurs qui ont déjà accepté d'y aller. Comme? On sait qu'il a fait une préliste de 50 joueurs. Ah bon? Bien sûr. Pour une préparation à son moment, oui. Pour les Jeux Olympiques, on a une préliste de 30, 40, 50 joueurs.
Attendez, la France en avait bien 80. Donc, mais Sylvain Ripoll, malgré ses difficultés, il nous a donné une liste. Non, mais malgré il a donné une liste, mais aujourd'hui, il se trouve dans la même difficulté. Il a des difficultés, il a donné une liste. Donnez une liste, au moins on saura quelles sont les difficultés. On a bien compris. À quoi ça a servi de donner une liste et de se trouver dans la même difficulté que les autres qui n'ont pas donné de liste? Bon, d'accord, on verra ce que M. Charles va donner ici le vendredi. Voilà. On va voir la liste. Allez, on va terminer ce sujet parce qu'on doit parler d'autre chose aussi. On va avancer un petit peu, mais on va terminer ce sujet avec le message de Lassisi Saliou qui nous dit, pour commencer, nous sommes à quelques jours de la compétition et on ne connaît même pas la liste des 18 joueurs sélectionnés. Si cette liste est faite de manière à faire plaisir à ceux qui ont qualifié l'équipe dans cette compétition, même l'Arabie Saoudite, on ne pourra pas les battre parce que beaucoup de ces joueurs qui ont joué la CAN en Égypte ne sont plus des titulaires dans leurs clubs respectifs. Là, je suis d'accord avec lui. Voilà, allez. Passons à autre chose. Bah, dis donc, je ne savais pas que ça allait vous mettre dans tous ces états-là. Hein? Donc, quand il s'agit de l'équipe nationale, c'est toujours comme cela. Allez, souriez un peu. On verra la liste avec souriez. Allez, souriez un petit peu. Oh, mais je suis Voilà, nos téléspectateurs ont besoin de vous voir souriant. Allez-y. Le sumo. Non, mais ça va. Le plus joli sourire. Mieux que ça encore. Voilà. Oh, vous êtes mignons comme ça. Allez, continuons. On va parler. Merci beaucoup. Moi, je fais partie. Allez, au revoir, Henri Jaune. Partez compléter la liste de Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Faites juste ça, s'il vous plaît, en partant. Comment? Comme ça. Non. Parce que vous ressemblez à un danseur de disco. Il manque juste le pantalon, pas de def. Cette soirée-là. Bijou, joueur de U23 incapable à trouver. Allez, merci. Oh, arrêtez. Là, vous frôlez le carton, là. Allez, passons à l'Euro 2020 et on va en parler tout de suite avec Dorgelès Kofi. Bonsoir, team. Salut Dorgelès. Bonsoir, la team. Salut. Alors, oui, ben, vous avez vu, ça déchaîne les passions. Hein. Allez, Dorgelès, un groupe de la mort complètement décimé, des nations inattendues au rendez-vous des quarts de finale, et puis surtout les bookmakers qui doivent s'arracher les cheveux. Tia, France, Portugal, Allemagne, Pays-Bas étaient considérés par certains comme les favoris de la compétition, sauf qu'après les huitièmes de finale, ils ont été éliminés. Dans ce Euro, le groupe présenté comme celui de la mort était décimé. Tout le monde est rentré à la maison. Comme on le voit, de nombreux pronostics ont été déjoués. D'accord, très bien. Bon, alors, ce mardi, l'Allemagne a été sortie par l'Angleterre. Grosse surprise, pour moi en tout cas. Et pour vous, est-ce que cette élimination est logique? Allez, Yellow. L'élimination de l'Allemagne. De l'Allemagne. Bah, pour moi, déjà, comme l'a dit Dorgelès, quand il y a eu le tirage au sort, il y a des équipes qu'on considérait carrément comme des équipes qu'on retrouverait dans le carré d'As, mais ce n'a pas été évident. Je pense que le football moderne commence à gravir certains échelons, parce qu'avant, il y avait quand même le préjugé des grandes nations du football qu'on ne pouvait pas faire sortir déjà en phase finale ou en huitième de finale. Mais là, on constate qu'il y a des nations émergentes qui arrivent à tenir tête à ces grandes nations-là. Je voudrais parler par exemple de l'Hongrie qui a fait carrément tourner l'Allemagne comme la France. Il y a eu aussi le Portugal qui a véritablement souffert. Donc pour moi, le football maintenant n'est plus, comme l'a dit Jean-Philippe, une science exacte, c'est carrément aléatoire. Inexact, c'est carrément aléatoire. Tout peut se passer dans le football. Et ça a été pour moi une grande surprise de voir ces nations-là sortir. Oui, logique respectée quand on regarde le match. La Nationalmannschaft a dominé le match, mais elle a pêché devant les buts. Vous avez 9 tirs, 3 cadrés, 0 but. Et puis, élimination logique parce que l'équipe était un peu fragile dans sa manière de jouer. 7 buts encaissés en 4 matchs, c'est pas bon pour une équipe comme la Nationalmannschaft. Et puis, grand coup pour les Three Lions de Gareth Southgate. Ça dit quoi? Cette équipe a été compacte depuis que la compétition a commencé. Quand vous regardez, vous avez 3 victoires, 1 match nul. Donc, qualification logique. Elle n'est pas spectaculaire dans sa manière de jouer, mais elle gagne. C'est le plus important à ce niveau de la compétition. L'équipe a été solide et puis tactiquement, le match était fermé, mais les joueurs sont allés chercher la victoire. Ils voulaient, parce que depuis que ça a commencé, l'équipe d'Allemagne a eu vraiment pas mal de difficultés à entrer dans ces matchs. Donc, quand je regarde le match, c'était un match serré et l'Angleterre a tout fait pour gagner ce match. Donc, c'est mérité. D'accord. Jean-Philippe, logique respectée ou pas? Logique respectée, je ne dirais pas, parce que ça fait plus de 50 ans déjà que l'Allemagne ne s'était plus inclinée face à l'Angleterre. Il faut dire que tout simplement que sur ces dernières années, il y a eu un bon
qualitatif au niveau de l'équipe nationale de l'Angleterre. Vous savez, c'était un football qui était assez renfermé jusqu'à la fin des années 90. Le championnat d'Angleterre n'attirait pas énormément de joueurs extra-communautaires jusqu'à ce qu'il y ait des arrêtés au niveau de l'Europe pour permettre aujourd'hui à ces grands clubs qui ont changé également de propriétaire de s'internationaliser. Ça a fait quoi? Ça a attiré de très bons joueurs. Les joueurs anglais se sont frottés à ces garçons-là et ils ont gagné surtout en technicité individuelle. On a une équipe d'Angleterre aujourd'hui qui est beaucoup plus hétéroclite aussi. Parce que vous avez par exemple des garçons qui viennent d'horizons divers, comme il s'appelle déjà Sterling, qui vient de la Jamaïque. On a Dakar ou quoi. Bon, il y a beaucoup de joueurs en tout cas qui viennent d'horizons divers au niveau de cette équipe. Voilà, merci. De cette équipe de l'Angleterre. Ça a un temps soit peu aseptisé le jeu de cette formation des freelance. Ce n'est plus ce boring football qui était pratiqué auparavant, où du gardien, on essaie de trouver les attaquants assez véloces et on essaie de créer des différences. Cette équipe joue au ballon, comme on le dit dans le jargon. Face à l'Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une formation de l'Angleterre qui savait que pour pouvoir battre l'Allemagne, il fallait jouer en bloc compact. Les attendre, les contrer et compter sur la vitesse des ailiers et pourquoi pas sur la lucidité de l'attaquant de Tottenham, Harry Kane, merci. Harry Kane, oui. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu Raheem Sterling qui était assez remuant sur le front de l'attaque, qui a causé énormément de difficultés à une défense allemande qui était assez lourde, parce que Hummels n'est pas le plus rapide de tous les défenseurs centraux. Il y a eu beaucoup de provocations. Et à la fin, sur deux actions similaires, en passant sur le flanc droit défensif de l'Allemagne, ils ont réussi à trouver la faille. D'accord. C'était très bien joué par l'entraîneur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fin de cycle pour cette équipe de l'Allemagne? Ça, il faut le dire tout clairement, c'est une fin de cycle. Et je pense qu'en Allemagne, ils ont vite compris cela. L'entraîneur Joachim Löw, ça fait 15 ans. Bon, c'est vrai qu'il est parti depuis hier. Donc on peut le dire, ça faisait 15 ans qu'il était à la tête de la Nationalmannschaft. Il a tout connu avec cette sélection de l'Allemagne. La gloire, disons les chutes également. Et rapidement, ils ont compris. Ils ont fait appel à Hansi Flick, son ex-adjoint, pour prendre la relève juste après cette compétition. Pour lui, il devait faire une sortie honorable avec la Nationalmannschaft. Malheureusement, il s'arrête en si bon chemin. C'est une fin de cycle. C'est sûr qu'avec celui qui va arriver, on aurait beaucoup plus de rajeunissement au niveau de cette formation de l'Allemagne. Et attention à elle, déjà pour le prochain mondial en 2022. D'accord. Alors, comment expliquer qu'aucune des équipes de ce groupe de la mort n'arrive en quart de finale? Yellow. Déjà, on va commencer par l'Allemagne. Tout à l'heure, Jean-Philippe parlait d'une équipe qui est pour moi en transition, parce qu'il y a deux générations dans cette équipe-là. Il y a l'ancienne génération de Neuer, de Hummels, et puis il y a la nouvelle génération de Havertz, de Goretzka, de Gnabry. Donc déjà, cette transition-là, quand il y a une transition, c'est clair qu'il y aura forcément des hauts et des bas. Et je pense que ce dernier match de l'Allemagne a fait partie des bas de cette équipe-là qui est en train de chercher ses différents repères. Par rapport à cette équipe de la France, je pense qu'elle a joué assez individuelle. Parce qu'on a vu beaucoup d'individualités, mais on n'a pas véritablement vu une équipe. On a Mbappé qui veut faire son show, on a Benzema qui revient, qui veut forcément prouver, on a un Pogba qui a réussi à le faire. Qui a réussi à le faire, mais très tardivement quand même, parce que ce n'était pas assez évident dans les premiers matchs, mais il l'a fait très tardivement. Très tardivement. Oui, très tardivement, parce que vous êtes déjà exigeante quand même. Hein. Oui, mais deux doublés d'affilée. Oui, deux doublés, mais c'est à la fin. On l'attendait un peu plus tôt, mais pour moi, ça a été une équipe de France qui a été plus individuelle que collective. Et puis, par rapport à l'équipe du Portugal, c'était quand même une équipe pas très efficace par rapport à l'attaque, avec un Cristiano qui était quand même esselé. On a vu toute l'équipe qui comptait sur Cristiano Ronaldo, pendant que Diego Jota faisait encore le beau. Donc, pour moi, oui, ces équipes-là sont en pleine reconstruction. Il faudrait ils ont quand même rencontré la Belgique, un gros morceau. Mais ils ont souffert face à la Hongrie quand même. Voilà. D'accord. Allez, Dorgelès. Moi, je dirais peut-être à cause de la fatigue. Parce qu'en match de poule, on a eu des matchs vraiment avec beaucoup d'intensité. Vous avez, les équipes sont allées chercher au plus profond, surtout au niveau des joueurs. Durant ces matchs de poule-là, vous avez eu l'équipe de la Hongrie qui a créé beaucoup de difficultés d'abord à la France. Également, regardez contre l'Allemagne. L'Allemagne a failli se faire éliminer. Donc, quand je me projette après les huitièmes de finale, après les phases de groupe, je me dis peut-être que les équipes étaient fatiguées, les joueurs étaient fatigués. C'est ce qui a fait qu'au niveau des huitièmes de finale, les équipes ne sont pas allées peut-être au fond. Surtout les joueurs ne se sont pas donnés à fond.
Je peux difficilement vous laisser dire ça parce que les équipes étaient fatiguées. Ben, ils ont eu le même nombre de matchs que les autres. Même nombre de matchs, oui, je suis d'accord avec vous, mais quand vous avez un match France-Portugal, c'est différent de peut-être République tchèque, Danemark en train de jouer. Regardez la difficulté qu'il y a eu dans ce match, surtout le match Hongrie-Allemagne. L'Allemagne a failli se faire éliminer par l'équipe de la Hongrie. Vous avez eu France-Portugal. Regardez l'intensité qu'il avait dans ce match. Quand on finissait de jouer ce genre de match au niveau des huitièmes de finale, ça compte. Peut-être que les joueurs étaient fatigués, ça s'est ressenti sur le terrain. Ça peut s'expliquer. Sinon, regardons au niveau des équipes, là, on a des joueurs. Pourquoi ça n'arrive pas? Et puis, pour l'instant, c'est le seul groupe qui est éliminé. Le groupe F, tout le monde est éliminé. Les autres, au moins, on a des représentants. Donc, peut-être c'est l'intensité, le niveau quand même de la compétition, le niveau des joueurs, le niveau d'intensité qu'ils ont mis dans le match, qui s'explique aujourd'hui du fait qu'ils étaient fatigués. Donc, ils ne sont pas donnés à fond. Et les équipes, là, sont parties. D'accord. Bon, c'est son analyse, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant qu'il il nous reste plus de temps là, hein. Maintenant que les cartes sont rebattues, quel est votre carré final? Mais parier sur des formations outsiders qui aujourd'hui ont, je dirais, le manteau des favoris, ça peut être présomptueux. Vite, rapidement, on va faire un tour de table, mais rapidement. Au niveau des demi-finales, je vois déjà le Danemark se qualifier. Voilà. Danemark, oui. Je vois également la Belgique se qualifier. Danemark, Belgique. L'Italie? Oui, bon, l'Italie, probablement. Et la Suisse, pourquoi pas? Bah, attendez, ça peut faire un bel bon, je ne vois pas la Suisse hein. se qualifier. Non? Et l'Angleterre. Voilà. Parce que attention, hein, en quart, c'est Italie-Belgique hein, quand même. Hein. Et l'Angleterre. Et l'Angleterre, bon. Ah, j'ai dit la Belgique, donc l'Italie. Non, donc la Belgique plutôt. L'Italie ne va pas passer. D'accord. Voilà. Yellow? République tchèque, Danemark, Belgique, quatrième, je ne sais pas. L'Angleterre. Ils ont un tableau assez facile quand même. Ou pas. D'accord. Moi, je dirais la Suisse, l'Italie, la République tchèque et puis l'Angleterre. D'accord. Bon, eh bien, on sera fixé très prochainement. Merci beaucoup, d'Angelès. Je vous en prie, Allez, dernière séquence de l'émission. On va se faire un petit bizarroïde.